Il y a quelque chose que vous faites chaque jour et qui, sans que vous le sachiez, révèle exactement qui vous êtes. Un geste petit, en apparence insignifiant, une fourchette posée de travers sur l'assiette, une porte lâchée une demi-seconde avant que la personne derrière vous puisse la rattraper. Un message envoyé tout en majuscule, comme si vous hurliez au visage de quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. Des gestes minuscules, presque invisibles. Et pourtant, chaque fois que vous les faites, quelqu'un vous regarde. Et cette personne est déjà en train de construire une idée de vous, précise, définitive. Le problème n'est pas vous. Le problème, c'est que personne ne vous l'a jamais dit. Personne ne vous a jamais expliqué que les bonnes manières ne sont pas une liste de règles à mémoriser pour paraître raffiné. Les bonnes manières, c'est quelque chose de plus ancien et de plus sérieux que ça. C'est le langage silencieux par lequel une civilisation se reconnaît elle-même. Et quand elle cesse de le parler, cette civilisation a déjà commencé à mourir. Tout ce que nous allons voir aujourd'hui est un symptôme. Le symptôme d'un ensauvagement qui avance lentement, à pas feutrés, précisément parce que personne ne le remarque, précisément parce que cela semble normal. Et vous, qui êtes là, savez déjà que normal ne veut pas dire juste. Cela fait longtemps que nous parlons de tout cela sur cette chaîne. Et je dois vous dire quelque chose. Je suis en train de rassembler tout cela dans un livre. Un livre qui approfondit ces idées, qui les emmène là où une vidéo seule ne peut pas aller. Vous l'attendez? Bien, continuez à suivre. Mais pour l'instant, commençons là où nous commençons toujours, à table. La table est l'endroit le plus révélateur du monde. Plus qu'un entretien d'embauche, plus qu'une audience. Parce qu'à table, les défenses tombent. Les gens cessent de jouer un rôle. Et ce qui reste, c'est exactement ce qu'ils sont. Regardez la scène qui se répète chaque jour, dans chaque ville d'Europe, de Lisbonne à Varsovie, d'Amsterdam à Palerme. Le téléphone est posé sur la table, écran vers le haut. Il attend, comme un invité indésirable que personne n'a le courage de renvoyer. De temps en temps, il vibre. Et même si la conversation était belle, même si l'on était en train de se dire quelque chose de vrai, les yeux glissent vers le bas. Une seconde, deux, le fil se rompt. Vous savez ce que ce geste communique? Il dit, il existe peut-être quelque chose là-dehors qui pourrait être plus intéressant que vous. Ce n'est peut-être pas ce que vous pensez, mais le geste le dit quand même. Il y a ensuite la fourchette, tenue comme un outil, le coude sur la table, le pain arraché à deux mains comme s'il s'agissait d'une épreuve de force, le sel demandé à voix haute d'un bout à l'autre de la table, devant tout le monde, avec un signe de tête comme si l'on était au marché. Chaque élément de cette liste a une raison d'exister en tant que faute. Le coude sur la table empiète sur l'espace de votre voisin. La fourchette mal tenue gêne la personne assise à côté. Le pain se rompt silencieusement, d'une seule main, et se porte à la bouche. On ne beurre pas une tartine entière comme si l'on préparait des vivres pour une armée. Mais la chose la plus grave, c'est de mâcher la bouche ouverte. Dans toutes les langues du monde, cela porte le même nom, un manque de respect. Non envers les règles, envers les personnes assises à côté de vous. La table est un rite, elle l'a toujours été, dans les cours médiévales, dans les maisons paysannes, dans les appartements de banlieue. Le rite se déroule de façon différente, avec des ustensiles différents, mais le sens est toujours le même. Ici, maintenant, nous sommes ensemble, nous sommes civilisés, nous sommes humains. Et quand quelqu'un brise le rite, il brise quelque chose qui vaut bien plus qu'une règle de style. Mais attendez, parce que ce qui se passe à table n'est que le début. Vous sortez de chez vous, vous prenez le métro, le bus, le tram, et en 30 secondes, vous comprenez tout. Il y a toujours un grand sac à dos, porté sur les épaules, qui tourne comme une massue quand son propriétaire pivote
pour regarder le panneau d'affichage. Il frappe des épaules. Il frappe des coudes. Il n'y a pas de mauvaise intention. Il y a quelque chose de pire. Une inconscience totale des autres. Il y a toujours un sac posé sur le siège voisin. Élégant, peut-être, en cuir, probablement coûteux. Le message est limpide. Mon sac vaut plus que votre fatigue. Il y a les écouteurs, de la musique ou un podcast à un volume tel que la personne assise 2 rangées plus loin peut entendre les mots. Ce n'est pas une intrusion délibérée. C'est simplement le fait qu'on a oublié d'être dans un espace partagé. Et puis, il y a la porte du wagon, la porte du magasin, la porte du bureau. Il y a ceux qui la retiennent. 1 seconde, 2 secondes, un rapide coup d'œil par-dessus l'épaule pour voir si quelqu'un arrive. C'est un geste qui dure moins de 3 secondes et qui dit tout sur qui vous êtes. Il y a ceux qui ne la retiennent pas, qui lâchent la porte exactement à l'instant où la personne derrière ne peut plus l'attraper, sans regarder, sans ralentir, sans même s'en apercevoir. Dans ce geste, dans cette absence d'attention, toute la philosophie de l'ensauvagement moderne est condensée en une fraction de seconde. Les autres n'existent pas tant qu'ils n'obstruent pas mon chemin. C'est dans les transports en commun que se mesure la civilisation d'une ville, pas dans les musées, pas sur les grandes places, dans les wagons de métro à 8 heures du matin, quand personne ne vous regarde et que personne n'attend de vous que vous fassiez la bonne chose. C'est là qu'on voit vraiment qu'il y a quelqu'un. Et ce qu'on voit, le plus souvent, c'est un regard fixé sur un écran. Venons-en à la rue. Venons-en au trottoir. Quelqu'un qui marche en regardant son téléphone. Pas d'un coup d'œil furtif, pas pour vérifier un itinéraire. Le regard collé à l'écran, les épaules courbées, le pas lent et imprévisible comme celui d'un somnambule. Les gens s'écartent autour de lui. Il s'ouvre comme la mer Rouge devant Moïse, et lui ne s'en aperçoit même pas. Quelqu'un qui s'arrête, au milieu du trottoir, sans prévenir, parce qu'il a reçu un message, parce qu'il veut prendre une photo, parce qu'il s'est souvenu brusquement de quelque chose. Le flux de personnes derrière lui se grippe, se fragmente, se réorganise. Il a déjà repris sa marche. Il ne s'est pas retourné. Quelqu'un qui fume devant une entrée, juste devant, pas 2 pas sur le côté, là où la fumée irait ailleurs, juste en face, de sorte que quiconque entre ou sort doit traverser le nuage. C'est si peu de choses que de se décaler, si immense que de laisser les autres hors de l'équation. Et dans chaque ville d'Europe, ces 3 personnages existent, dans toutes les langues, sous tous les climats, sous les arcades de Bologne et sous la pluie de Londres, devant les bistrots de Paris et sur les pavés de Vienne. L'ensauvagement n'a pas de passeport, et pourtant, il y a quelque chose qui unit tous ces gestes, quelque chose qui surgit au moment le moins attendu. Et peut-être que l'endroit où il surgit avec le plus de violence n'est pas la rue, ni le métro, ni même la table. C'est l'écran. Les interactions en ligne sont le dernier miroir et le plus impitoyable. Vous écrivez en majuscules, tout en majuscules. Ignorez-vous que dans tout langage écrit contemporain, les lettres majuscules équivalent à crier? C'est une convention établie depuis des décennies. Vous la connaissez, vous l'ignorez. Le message reçu par celui qui lit est simple. Ce qui compte pour moi, c'est moi, pas ce que je vous fais ressentir. Vous répondez sans lire. La moitié des disputes en ligne, dans les groupes de travail, dans les fils de famille, naissent de là. Quelqu'un a répondu à quelque chose qui n'a pas été dit. Il a lu les premiers mots, construit la réponse dans sa tête, il a déjà appuyé sur envoyer. La conversation se ramifie dans un labyrinthe de malentendus. Tout le monde est frustré. Personne ne comprend pourquoi. Puis il y a le point à la fin du message court. D'accord, avec un point. Bien, avec un point. Merci, avec un point. 3 mots terminés par un point communiquent la froideur, la distance, l'agacement. Vous le saviez? Vous le sentiez déjà? Bien.
alors vous savez aussi pourquoi l'utiliser délibérément est une petite impolitesse systématique. Puis il y a le message vocal. Le message vocal de 7 minutes, de 10 minutes, envoyé à quelqu'un qui est probablement au bureau, en réunion, dans un endroit où il lui est impossible de l'écouter sans écouteur. Un message vocal long comme un monologue théâtral, plein de enfin, du coup, c'est-à-dire, envoyé à la place d'un message écrit de 2 lignes parce que cela vous coûte moins d'efforts. Pas à celui qui reçoit, à vous. Le message vocal est devenu le symbole d'une époque qui a confondu confort et respect. Moi, je suis à l'aise. Le reste se débrouille. Et puis, il y a le ghosting, la réponse qui n'arrive jamais, non par oubli, par choix, pour éviter une conversation difficile, pour éviter un refus à expliquer. Le silence comme stratégie de gestion de l'autre, comme si l'autre était une contrariété dont il fallait disparaître, plutôt qu'une personne qui mérite au moins un mot. Chaque interaction en ligne laisse une trace. Cette trace, c'est vous, pas votre profil, pas votre photo. Vous, la façon dont vous écrivez, la façon dont vous répondez ou ne répondez pas, le ton que vous employez quand vous êtes énervé, le respect que vous manifestez quand personne ne vous surveille. Il y a dans tout cela quelque chose qui va bien au-delà du savoir-vivre numérique. Et il est peut-être temps de le dire clairement. Ce ne sont pas des erreurs de style, ce sont des fissures dans le mur de la civilisation. Les bonnes manières ont 3000 ans. Elles précèdent tous les manuels, toutes les cours de la Renaissance, tous les traités écrits. Elles sont nées au moment où 2 êtres humains se sont assis l'un près de l'autre et ont compris que pour vivre ensemble, ils devaient renoncer à quelque chose. Céder un peu d'espace, un peu de volume, un peu de confort. Ce renoncement a un nom. Il s'appelle le respect. Le respect n'est pas un sentiment, c'est un geste. C'est retenir la porte. C'est baisser le seau. C'est ranger son téléphone quand quelqu'un vous parle. C'est répondre même quand la réponse est difficile. C'est écrire de façon à ce que l'autre puisse comprendre sans effort. La civilisation se mesure exactement ici. Dans les gestes quotidiens que personne ne voit, que personne ne récompense, que personne ne filme. Dans les gestes que vous faites quand vous êtes fatigué, quand vous êtes pressé, quand personne n'attend rien de vous. Ces gestes-là, c'est votre caractère. Et le caractère, à la différence de la réputation, ne se construit pas sur les réseaux sociaux. Il se construit dans ces secondes précises. La porte que vous retenez ou que vous lâchez. Le téléphone que vous laissez sur la table ou que vous rangez dans votre poche. La place que vous occupez avec votre sac ou que vous libérez sans que personne vous le demande. Il y a une Europe qui est en train d'oublier cela. Ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est une lente accoutumance au médiocre qui s'est fait passer pour de la liberté. Faire ce qu'on veut, être à l'aise, ne pas respecter des formes qui semblent arbitraires. Mais les formes ne sont pas arbitraires. Les formes sont la structure qui permet aux gens de vivre ensemble sans se détruire. Supprimez-les et il reste la confusion, le bruit, un sac à dos qui tourne, qui frappe et qui ne s'excuse jamais. Nous devons tout faire pour l'éviter, non pour paraître différents, pour l'être, parce que la différence ne se porte pas dans un nom, elle se porte dans un geste. Et ce geste commence maintenant, avec la prochaine personne que vous croiserez, la prochaine porte que vous franchirez, le prochain message que vous êtes sur le point d'envoyer. Avant d'appuyer sur envoyer, arrêtez-vous une seconde. Demandez-vous, comment cela va-t-il arriver à celui qui le lit? Cette question, c'est déjà du savoir-vivre.